Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'ancêtre de la finance décentralisée qui est le free banking selon moi. Et donc dans cette vidéo nous allons explorer 3 exemples historiques que sont l'Écosse, le Canada et dans une certaine mesure les États-Unis. Les États-Unis avaient un exemple de free banking un peu limité, mais on en parlera aussi. Et donc on va découvrir ici comment certains économistes actuels considèrent l'émergence des stablecoins et des crypto-monnaies comme une nouvelle forme de free banking. Alors, d'abord, qu'est-ce que le free banking? Le free banking, ça désigne un système bancaire dans lequel les banques privées peuvent émettre leurs propres billets, et ces billets sont convertibles en or ou en argent, et il n'existe pas de banque centrale pour contrôler l'émission monétaire de tout cet argent. Donc la discipline du système repose sur 2 grands mécanismes, c'est la convertibilité en métaux précieux et la concurrence entre banques. Donc en fait concrètement une bonne partie de cette vidéo s'appuie sur ici un très long article qui a été écrit en 2015 par Lawrence White qui parlait justement du free banking et des exemples de free banking canadiens et écossais. Voilà, donc on va évidemment lire l'article, il fait 32 pages, c'est extrêmement long. C'est un article qui, quand il est sorti, a beaucoup fait parler de lui, parce que, voilà, on parlait du free banking, et le free banking, finalement, c'est une façon, aujourd'hui, de gérer une économie, en tout cas de pouvoir permettre à une économie de se développer, mais voilà, c'est une alternative au système qui existe aujourd'hui. Donc, pour en revenir ici à mon petit document, la convertibilité donc en métaux précieux et la concurrence entre banques. Concrètement, comment ça se passe dans un système de free banking à l'époque? Donc, on se parle des années 18e siècle, 19e siècle, et même au Canada jusqu'au début du 20e siècle. Comment ça se passe? Vous avez donc différentes banques qui émettent leurs propres billets, et en fait, ces billets peuvent être échangés dans une banque concurrente, mais et ça c'est très intéressant, il existait un mécanisme, ce qu'on appelait ici le duel de notes. Et donc le duel de notes, c'est un mécanisme de marché direct qui empêche les banques de surémettre. Donc concrètement, si on va prendre ici un exemple. On a ici par exemple la Royal Bank of Scotland, donc c'est un exemple en Écosse, qui tenterait de récupérer autant que possible l'émission de billets en circulation auprès de son rival, donc qui va faire en sorte de racheter le plus possible de billets de banque émis par un rival, par exemple la Bank of Scotland. Et donc la banque embauche des personnes qu'on appelle des sélecteurs de billets pour récupérer les billets du rival au sein des coffres ici de la Royal of Scotland. Et elle va donc dire à ce sélectionneur de billets: ok, tu prends tous ces billets, nous on te paye pour que tu puisses récupérer tous ces billets, et tu vas aller échanger tous ces billets au sein de la Bank of Scotland. Et évidemment, tu vas déposer ces billets au sein de la Bank of Scotland, et ce qui va se passer, c'est que tu vas demander à cette Bank of Scotland de te donner la somme d'or ou d'argent que valent ces billets, finalement. Et donc, si vous faites ça, ça force les banques entre elles à ne pas trop surémettre, à ne pas surémettre de manière générale, et ça permet finalement cette espèce de concurrence, et elle force le système à quelque part à s'autoréguler. Voilà, d'une certaine façon, c'est un petit peu ça que ça signifie. Et donc, bon, voilà, ici, c'est ce que j'ai expliqué ici, mais donc expérience écossaise de 1716 à 1845. Forcément, c'est l'un des exemples les plus célèbres parce qu'on en a beaucoup parlé, et donc c'était suite au fait qu'il y a un marchand qui s'appelait Tom Holland et qui a voulu créer une banque, la Bank of Scotland, en 1695, et puis en fait cette banque, il me semble qu'il y avait un mandat qui a été créé, mais ce mandat a pris fin, et donc à partir de 1716 les banques écossaises ont commencé à émettre librement leurs propres billets, et donc le système va fonctionner pendant plus d'1 siècle. Et concrètement, les banques écossaises introduisent plusieurs innovations. La première, c'est que vous avez donc des comptes courants, vous pouvez obtenir du crédit, et il y a aussi le fait que vous pouvez avoir différentes agences d'une même banque dans différentes villes. Ça, c'est très important, on en parlera, ça a été très bloquant pour le système de free banking aux États-Unis, mais on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Donc, ce sont des innovations qui ont permis une diffusion rapide du crédit dans toute l'économie. Et donc, entre 1716 et 1845, c'est un système écossais qui a connu très peu de faillites.
puisqu'en fait, les détracteurs du free banking à l'heure actuelle expliquent que les faillites sont très courantes dans un système de free banking. Or, comme je vous l'ai montré juste ici, en fait, les faillites sont limitées par le fait que les banques se surveillent littéralement les unes entre les autres, tout simplement. Et donc, concrètement, ce qu'on peut dire ici, voilà, très peu de faillites, une forte expansion économique et une très grande stabilité financière, enfin une stabilité financière qui est relativement solide. Et donc le système, ici, il a pris fin en 1845 par cette loi, le Banking Chart Act, qui a commencé à limiter et à légiférer sur ce système de free banking écossais. Et puis ensuite, on a ici le cas du Canada de 1817 à 1935. Donc le Canada a offert un autre exemple qui est très intéressant, qui a commencé en 1817. Et donc pendant plus d'un siècle, les banquiers canadiens ont pu émettre leurs propres billets et opérer avec très peu de restrictions, sachant que, contrairement aux États-Unis, les banquiers canadiens pouvaient ouvrir des succursales un peu partout dans le pays. Et donc le résultat, ça a été à nouveau un système très diversifié, une répartition du capital et une grande résilience financière, hein, comme en Écosse pour ce dernier point. Donc en 1817-1935, le Canada traverse plusieurs crises, notamment la panique financière de 1873. Bon voilà, donc ça a été différentes crises qui ont secoué le pays, et la dernière grande crise, on la connaît tous, c'est la Grande Dépression de 1929, mais donc contrairement aux États-Unis, on n'a pas vraiment déploré de vagues majeures de faillite. Donc voilà. Et donc la situation a changé avec la création de la Bank of Canada en 1935, et donc là ça a été la fin du système du free banking au Canada. Et puis on a l'expérience américaine. Alors l'expérience américaine, contrairement aux deux autres, elle est un peu différente. Donc concrètement, vous aviez des tentatives de création de banques centrales. La dernière, l'une de ces tentatives s'est achevée ici en 1836. D'ailleurs ici j'ai un article qui en parle un petit peu. Après la fermeture de la pseudo-centrale, pseudo-deuxième banque centrale des États-Unis en 1836, donc plusieurs États ont adopté des lois permettant à toutes les personnes répondant aux exigences minimales de capital, d'ouvrir une banque et d'émettre des billets de banque adossés à une gamme étroite d'actifs. Et donc le résultat, ça a été un patchwork de différentes représentations papier et de valeurs. Alors, pas tous avec la même qualité de support et pas tous acceptés au même prix. Alors là, concrètement, ce que ça signifie, c'est que $1 qui était émis par une banque n'avait pas forcément la même valeur auprès d'une banque concurrente, tout simplement. Voilà, c'est ce qui est expliqué ici. Alors on va à nouveau, je vais pas lire tout l'article, mais l'une des grandes raisons, c'est que voilà, ici, on l'a ici, concrètement, ce que cela signifie, c'est qu'elles ne pouvaient pas établir, donc les banques ne pouvaient pas établir de succursales à l'échelle nationale, ça c'est la première chose. Les banques, comme elles ne pouvaient avoir que leur siège social qui pouvait émettre de la monnaie, elles ne pouvaient pas avoir d'agence et encore moins de réseau d'agences pour pouvoir échanger cette monnaie. Donc un commerçant par exemple qui se fournissait en billets de banque auprès d'une banque, s'il traversait plusieurs états et qu'il parcourait, je sais pas moi, 100 km, 1000 km, il était obligé de se rendre auprès d'une banque concurrente pour déposer ses billets. Et puis là, il se rendait compte qu'en fait la convertibilité de ses billets et le taux de change de ces dollars n'était pas la même dans cette nouvelle banque. Voilà. Donc ça, c'était un facteur très bloquant dans le free banking aux États-Unis. On peut mettre ça vraiment entre guillemets. Et donc, concrètement, ça empêchait de diversifier géographiquement les bases des banques, des déposants, et d'avoir le libre choix dans leur portefeuille d'actifs. Et donc, il n'est pas étonnant que les faillites bancaires aient été fréquentes dans le free banking américain, puisque finalement vous avez un taux de change qui diffère d'une banque à une autre. Et l'autre chose qui est aussi présent ici, c'est que finalement les banques américaines étaient obligées de détenir des obligations de l'État américain. Or, l'État américain au 19e siècle, c'est un État qui est beaucoup moins solide qu'aujourd'hui, donc les obligations américaines étaient beaucoup moins solides et beaucoup plus risquées qu'aujourd'hui. Donc, si vous forcez toutes les banques sur votre sol à détenir des actifs
par définition à l'époque qui sont risquées, eh bien chaque banque a un risque latent de faillite, un risque qui est réel concrètement. Et donc ça en fait, ça expliquait la raison pour laquelle les dollars, comme on peut le voir ici, comme c'est expliqué ici, c'est la raison pour laquelle les dollars finalement avaient une valeur différente d'une banque à une autre. C'est parce que concrètement les banques on ne connaît pas exactement la santé financière de ces banques, et comme les banques ne se font pas confiance, elles dévaluent les dollars émis par les banques concurrentes, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour l'expérience américaine, donc. Et donc aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on prend ici cet article, que je vais pas vous lire, mais voilà, je mettrai les sources en description, mais concrètement, dans cet article, on est en train de se demander si, au XXIe siècle, les stablecoins et les crypto-monnaies ne sont pas une sorte de réémergence du free banking, puisque finalement, à l'époque, chaque banque pouvait émettre son propre dollar. Mais aujourd'hui, quand on y pense, dans les cryptos, des émetteurs de dollars qui créent véritablement une marque, ça existe déjà. Vous avez ici Tether, l'entreprise Tether qui émet l'USDT, et l'un des grands concurrents de Tether, donc Tether est vraiment le leader, entre guillemets, puisque c'est lui qui a émis le plus de stablecoins. L'un des grands concurrents de Tether, c'est Circle, qui lui émet l'USDC. Et en fait, ici, vous avez finalement une réémergence de banques, enfin pas de banques, mais d'établissements qui vont émettre leur propre dollar, leur propre version du dollar. Sauf que comme c'est un free banking qui est plus compétitif que le free banking américain d'antan, au 19e siècle, eh bien, les émetteurs de ces stablecoins peuvent beaucoup plus se faire confiance. Et donc, en fait, aujourd'hui, en plus de ça, ces stablecoins peuvent être échangés sur des places de marché comme ici AAV. Donc là, on est sur le dashboard de AAV, où à chaque fois, vous avez les cryptos que vous pouvez déposer sur AAV, la quantité en circulation, donc là, c'est en Ether ici, et la valeur en dollars, le taux qu'on va vous donner si vous déposez des Ethers sur AAV, et là, c'est le taux d'emprunt, et la quantité qui est empruntée à l'heure actuelle. Voilà, et donc vous avez ça pour enfin toutes les cryptos disponibles sur AAV, notamment ici on voit le Tether, et ici l'USDC. Et à nouveau, il y a une libre concurrence dans cette espèce enfin voilà, on va essayer de proposer aux gens qui ont du Tether ou du USDC, donc du USDT ou du USDC, de déposer des crypto-monnaies, de déposer leur crypto-monnaie et d'obtenir un rendement. Mais si vous n'êtes pas content du rendement que vous obtenez sur AV, vous pouvez très bien aller auprès d'un concurrent, comme par exemple ici Morpho qui a un système un petit peu différent, puisque là ce sont des prestataires extérieurs qui vont prendre vos dollars et qui vont générer du rendement sur ces dollars, mais ça existe aussi. Donc là vous avez le nom du gestionnaire de vos fonds. On voit aussi la somme que ce gestionnaire gère en ce moment, les différents protocoles et les différentes monnaies avec lesquelles il va traiter pour vous proposer un rendement sur votre argent. Et puis ici vous avez le rendement que vous allez pouvoir obtenir. Vous allez voir s'il y a, pouvoir observer s'il y a par exemple des frais sur la performance ou pas. Et ça c'est valable pour beaucoup de stablecoins différents, tout simplement. Et donc voilà, ici on peut voir Morpho gère Morpho ici gère, selon le site Morpho, environ 10 milliards de dollars. AV gérerait, selon ce qu'il raconte, environ 34 milliards de dollars. Maintenant, si on va sur un système un peu plus indépendant comme DeFi Lama, vous pouvez observer ici que AV gérerait plutôt aux alentours de 25 milliards et Morpho aux alentours des 6 milliards 8. Mais voilà, tout ça pour dire que ce genre de choses existe. Et donc, finalement, tout ceci, c'est une réécriture, pas une réécriture, mais c'est une nouvelle forme quelque part de free banking auquel on assiste et qui est évidemment beaucoup plus efficient grâce aux outils technologiques qui sont à notre portée aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. C'est très important pour moi. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.